Il existe un fruit si sucré que, lorsqu'on croque dans sa version séchée, le cerveau est incapable de faire la différence avec du miel brut. Même douceur caramélisée, même saveur épaisse, dense et dorée, même montée de sucre immédiate qui frappe le fond de la langue et se répand comme un sirop chaud. Sauf que ce n'est pas du miel. Cela ne provenait pas d'une abeille. Elle ne provenait pas d'une ruche. Cela ne nécessitait ni apiculteur, ni enfumoir, ni combinaison, ni piqûre, ni kit de démarrage à 600 $. Il poussait sur un buisson dans la terre d'une cour arrière oubliée du Nouveau-Mexique, où personne ne l'avait arrosé depuis la mort de l'ancien propriétaire, sans aucune autre eau que celle fournie par le ciel, sans aucun traitement, sans aucune taille, sans aucun engrais, sans aucune attention d'aucune sorte, pendant des décennies. Et le buisson qu'il a produit est toujours vivant. Il porte toujours des fruits. Et il laisse toujours tomber 36 kilos de fruits au goût de miel chaque automne. Pendant ce temps, l'apiculteur du coin perd 40% de sa colonie à cause des acariens Varroa et des pesticides néonicotinoïdes. Le fruit est le jujubier, Zapus jujuba, connu en Asie depuis 5000 ans sous le nom de date miel, le quatrième arbre fruitier le plus cultivé sur la planète Terre. Cultivé sur plus de 5 millions d'acres à travers le monde, consommé par 2 milliards de personnes et pratiquement inconnu dans le pays qui prétend posséder le système agricole le plus avancé de l'histoire de l'humanité. Il y a plus de jujubiers que de pommiers sur Terre. Laissez les choses se calmer. Plus de jujubes que de pommes. Plus de jujubes que de poires, de prunes et de cerises réunies. Le quatrième fruit le plus répandu sur la planète. Et vous n'en avez probablement jamais goûté. Vous n'en avez probablement jamais vu. Vous pourriez même être incapable d'épeler le nom. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'une industrie du miel de 20 milliards de dollars, d'une industrie du sucre transformée de 300 milliards de dollars et d'une industrie fruitière de 50 milliards de dollars fonctionnant exactement comme prévu. Vous maintenant dans l'ignorance d'un arbuste qui remplace gratuitement ces trois secteurs pendant 60 ans. Pour une seule plantation qui coûte 112 $, avant d'entrer dans le vif du sujet, si ces histoires vous importent, la meilleure façon de protéger ce savoir est simple. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez ceci avec quelqu'un qui mérite de savoir ce que l'industrie alimentaire vante sans jamais le découvrir. En 1908, un explorateur botanique du département américain de l'agriculture, USDA, nommé Frank Meyer, a parcouru Sound Earth à travers le nord de la Chine, collectant des spécimens de plantes pour le gouvernement des États-Unis. Il a traversé des déserts où les températures estivales dépassaient les 110 degrés. Il escaladait des cols à 3658 mètres d'altitude où l'air lui coupait les poumons. Il dormait dans un village infesté de vermine. Il contracta des maladies qui finiraient par ruiner sa santé. Il a agi ainsi parce que le ministère de l'Agriculture des États-Unis l'avait envoyé chercher des plantes capables de transformer l'agriculture américaine. Et parce que Frank Meyer croyait, avec la conviction d'un homme prêt à mourir pour cela, que les plantes d'Asie pouvaient nourrir l'Amérique mieux que tout ce que le pays cultivait alors. Il avait raison. Le soja qu'il a récolté a donné naissance à une industrie américaine de 60 milliards de dollars. Le pistachier chinois qu'il a renvoyé pousse dans des millions de paysages américains. Les porte-greffes de péchés résistants aux maladies qu'il a découverts constituent encore aujourd'hui la pierre angulaire de l'industrie californienne de la pêche. Mais parmi les dizaines d'espèces qu'il a expédiées à Washington, une l'obsédait plus que toute autre. Dans ses notes de terrain, Juju Beer écrivait que le juju était l'arbre fruitier le plus important du nord de la Chine. Non pas l'un des plus importants, le plus important. Il a documenté des villages où chaque foyer possédait des arbres à juju, dont les fruits séchés étaient conservés dans des jarres en argile et consommés tout au long de l'hiver comme principale source de calories. Où les enfants mangeaient des jujubes séchés
comme les enfants américains mangent des bonbons, sauf que le jujube leur apportait du fer, de la vitamine C et des glucides complexes. Pendant que ces bonbons leur pourrissaient les dents, il expédiait des centaines de variétés de jujus à la station d'introduction des plantes de l'USDA. Il a rédigé des notes de culture détaillées. Il supplia Washington d'établir des vergers de jujus dans tout le sud et le sud-ouest américain, où le climat était identique à celui de l'aire de répartition naturelle du juju dans le nord de la Chine. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, a reçu les échantillons. Ils en ont planté quelques-uns dans des stations de recherche au Texas, en Géorgie et en Californie. Ils en ont distribué quelques-uns à des agriculteurs curieux qui ont envoyé des rapports enthousiastes sur un arbre fruitier qui avait survécu à la sécheresse du Texas sans irrigation et qui produisait des fruits sucrés sans aucun traitement. Les premiers résultats étaient si prometteurs qu'un petit programme de recherche sur le juju a été mis en place à la station de l'USDA à Chico, en Californie. Les fonds ont ensuite été réorientés. L'industrie de la pomme avait besoin de fonds pour la recherche. L'industrie de la pêche avait besoin de programmes de sélection. Le lobby des agrumes réclamait des fonds pour la lutte antiparasitaire. Chaque filière fruitière établie, disposant de relations politiques et d'une infrastructure de lobbying existante, a orienté les fonds de recherche vers ses propres cultures et les a détournés d'un nouveau venu qui menaçait de les rendre dépendantes des pesticides. Les vergers éphémères et gourmands en intrants semblent d'une inefficacité embarrassante. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, a publié quelques bulletins sur le juju entre 1920 et 1950, puis les publications ont cessé. La collection de la station de recherche a été négligée. Plusieurs variétés irremplaçables, que Frank Meyer avait collectionnées au péril de sa vie, ont péri faute d'entretien de base. Non pas à cause d'une maladie, non pas à cause de parasites, non pas à cause de la négligence. Un gouvernement qui a dépensé des milliards pour subventionner la production de pommes, de pêche et d'agrumes. Nous n'avions pas les moyens d'embaucher un seul technicien pour arroser la collection de jujubes. Et puis, ils sont passés à autre chose. L'arbre fruitier le plus prometteur pour lequel Frank Meyer a risqué sa vie a été mis de côté, sous-financé et peu à peu oublié. Meyer, lui-même, noyé dans des circonstances mystérieuses dans le fleuve Yangtze en 1918 à l'âge de 43 ans. L'homme qui a traversé la Chine à pied pour apporter à l'Amérique son fruit le plus précieux ne l'a jamais vu cultivé à grande échelle. Certains historiens pensent qu'il a été assassiné. L'affaire n'a jamais été résolue, et le fruit qu'il cueillait en mourant reste pratiquement inconnu dans le pays qu'il servait jusqu'à sa mort. Voici ce que Frank Meyer savait à propos de ce fruit, et que l'industrie alimentaire américaine voulait que vous ne sachiez jamais. Le fruit du juju, séché naturellement sur sa branche, se transforme en un produit sans équivalent dans l'agriculture occidentale. Le taux d'humidité chute de 80% à moins de 20%. Le concentré de sucre. La chair passe d'une texture croquante de pomme à une texture dense, moelleuse, rappelant le caramel et le miel. Son goût est une combinaison de dattes, de miel et de pommes au caramel, avec des notes de cannelle. La densité nutritionnelle augmente à mesure que l'eau s'évapore. Une portion de 100 g de juju séché contient 79 g de glucides pour une énergie immédiate 250 à 300 calories pour 100 g. Le jujube contient 79 g de glucides pour 100 g, mais avec des fibres, des vitamines, des minéraux et des antioxydants que le miel ne contient pas. Le miel apporte des calories vides et possède des propriétés antimicrobiennes. Jujube offre une douceur équivalente, ainsi que des nutriments et des composés médicinaux. L'extrait de jujube ne remplace pas le miel. C'est une mise à niveau. Et voici la différence qui ruine la rentabilité de l'industrie apicole. Dans de bonnes conditions, une colonie d'abeilles produit de 30 à 60 livres de miel en surplus par an. L'établissement d'une colonie coûte entre 200 et 400 $. Cela nécessite un apiculteur possédant des connaissances spécialisées,
du matériel adapté et une gestion continue des maladies. Aux États-Unis, les acariens Varroa destructors tuent chaque année de 40 à 50% des colonies gérées. Le syndrome d'effondrement des colonies a ravagé l'apiculture commerciale pendant 20 ans. La population d'abeilles américaines a diminué de 60% depuis 1947. L'apiculture devient chaque année plus difficile, plus coûteuse et plus imprévisible. Les réserves de miel diminuent, les prix augmentent. Des tests effectués par Food Safety News ont révélé que 76% du miel vendu dans les supermarchés américains était frelaté avec du sirop de maïs ou du sirop de riz. Les 3/4 du miel que vous achetez ne sont pas du vrai miel. Vous payez 12$ le pot de sirop de maïs aromatisé dans une bouteille en forme d'ours. La fraude est si répandue que le terme « blanchiment de miel » est entré dans le vocabulaire de la sécurité alimentaire. Le miel chinois, qui domine l'offre mondiale, est régulièrement expédié via des pays tiers comme l'Inde et le Vietnam afin de dissimuler son origine et d'éviter les droits de douane. Imposée suite à des enquêtes sur le déversement illégal de miel, cette mesure stipule que le miel que vous trouvez sur vos étagères a peut-être transité par 3 pays et 2 sociétés écrans avant d'arriver dans la bouteille en forme d'ours, et qu'il se peut qu'il ne contienne pas du tout de miel. En 2018, la Commission européenne a analysé 320 échantillons de miel importés dans l'UE. Près de la moitié étaient falsifiés. L'approvisionnement mondial en miel est fondamentalement compromis. Vous payez un prix élevé pour un produit qui pourrait ne pas correspondre à ce qui est indiqué sur l'étiquette. Pendant ce temps, un arbuste produisant un véritable édulcorant pur à 100% est proposé à 112$ dans un catalogue de jardinage. Considérons maintenant le buisson juju, un joujube adulte produit de 40 à 100 livres de fruits par an. Elle commence à produire la 2e année après la plantation. Elle atteint sa pleine production entre la 4e et la 5e année. Elle continue à produire pendant 60 à 100 ans. Certains spécimens documentés en Chine sont produits depuis plus de 300 ans. Le buisson coûte entre 12 et 25$ en pépinière. Cela ne nécessite aucune connaissance spécialisée, aucun équipement de protection, aucun programme de gestion des maladies, aucune infection par le vérole, aucun syndrome d'effondrement des colonies, aucune certification d'apiculteur, aucune inspection annuelle des ruches, aucun remplacement de la reine, aucun nourrissage hivernal. Vous le plantez, vous attendez 2 ans, vous récoltez 36 kg de fruits au goût de miel chaque automne pour le restant de vos jours. Puis vos enfants la récolteront, puis leurs enfants la récolteront. Cet arbuste résiste à des températures allant de 20° F à 120°. Il survit à la sécheresse qui tue tous les autres arbres fruitiers du verger. Son système racinaire pénètre si profondément qu'une fois établi, il trouve de l'eau inaccessible aux cultures à racines superficielles. Dans le désert de Gobi, les agriculteurs cultivent des jujubes à des fins commerciales dans des zones qui reçoivent moins de 20 cm de pluie par an. 8 pouces, le Sahara reçoit 3 pouces. L'abeille juju se développe dans des conditions très proches de celles du désert le plus aride de la planète. Elle ne présente aucun problème parasitaire significatif en Amérique du Nord. 0. Aucun carpocaps des pommes ne détruit la récolte comme il le fait avec les pommes. Pas de pourriture brune qui fait s'affaisser le fruit comme elle le fait pour les pêches. La drosophile à ailes tachetées ne pond pas ses œufs dans la chair comme elle ravage les myrtilles et les cerises. Le feu bactérien ne détruit pas des branches entières comme il le fait pour les poiriers. Rien de ce que l'abeille juju n'est arrivé en Amérique sans ses parasites indigènes, et aucun parasite américain n'a trouvé comment l'attaquer. La base de données antiparasitaires du ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, ne recense aucun ravageur ou maladie majeure du jujube sur le territoire continental des États-Unis. Chaque producteur de pommes effectue 15 à 25 pulvérisations par saison. Ce n'est pas une faute de frappe. 15 à 25 applications chimiques
pour produire le fruit que l'Amérique considère comme son symbole le plus sain. L'industrie de la pomme dépense 232 millions de dollars par an rien qu'en pesticides. Chaque producteur de pêche pulvérise entre 12 et 18 fois. Chaque producteur de cerises pulvérise de 8 à 14 fois. Le cultivateur de goujou ne pulvérise jamais de produits phytosanitaires. Saison après saison, décennie après décennie, le pulvérisateur reste dans la grange à prendre la poussière. Alors que le jujube bush produit des fruits parfaits grâce à la seule énergie du soleil et à ses racines profondes. On ne peut pas vaporiser ce qui n'est pas malade. Vous ne pouvez pas vendre de pesticides à un agriculteur dont la culture n'est pas infestée de parasites. L'industrie mondiale des pesticides, qui représente 84 milliards de dollars, ne tire aucun profit d'un arbre fruitier qui n'a jamais besoin de traitement. Voilà pourquoi vous n'avez jamais vu de juju dans un supermarché, et pourquoi aucun agent de vulgarisation agricole ne vous en a jamais recommandé un. Ce fruit ne participe pas à l'économie chimique. Cela ne génère pas de vente secondaire. Cela ne crée pas de clients pour les sprays, les poudres, les pièges ou les consultants. Elle produit simplement de la nourriture discrètement, à moindre coût et de façon permanente. Les Chinois l'avaient compris il y a 5000 ans, et leur relation avec ce fruit met en lumière l'ignorance de l'agriculture américaine dans une perspective dévastatrice. En Chine, le jujube n'est pas qu'un simple fruit. C'est un médicament, c'est la culture, c'est de l'histoire ancienne, c'est l'identité. Lors des mariages chinois, il est de coutume de placer des jujubes sur le lit nuptial en signe de bénédiction pour la fertilité. Les gâteaux jujubes sont traditionnellement célébrés lors du Nouvel An chinois. Les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise prescrivaient l'abeille juju pour soigner des dizaines d'affections. Les soldats chinois emportaient des abeilles, juju séchées, comme ration depuis 2000 ans, car le fruit se conservait indéfiniment, ne pesait presque rien, et fournissait rapidement énergie et nutriments, permettant aux armées de continuer à marcher lorsque les approvisionnements en céréales venaient à manquer. La région de Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, produit les meilleurs jujus du monde. Le climat désertique, la chaleur torride, les variations de température extrêmes entre le jour et la nuit et les précipitations minimales créent des conditions qui concentrent les sucres à des niveaux qui rendent jalouses les autres régions productrices. Les jujubes Xinjiang se vendent entre 15 et 40 dollars la livre sur les marchés chinois. Les variétés de qualité supérieure se vendent à 80 dollars la livre. Les jujubes séchés les plus chers de Chine coûtent plus cher à la livre que le café de qualité supérieure, et les gens sont prêts à payer ce prix car leur qualité est extraordinaire. Le Comport Materia Medica, texte fondateur de la médecine traditionnelle chinoise compilé sous la dynastie Ming, cite le juju parmi les 5 fruits les plus importants de la pharmacologie chinoise. Il était prescrit contre l'insomnie, l'anxiété, les troubles digestifs, pour renforcer le système immunitaire, pour fortifier le sang et pour les patients anémiques. Les médecins chinois ne considéraient pas le juju comme un aliment. Ils considéraient cela comme une drogue qui avait par hasard le goût du miel. La science moderne a validé la quasi-totalité des affirmations traditionnelles. Une étude de 2017 publiée dans la revue Molécules a identifié plus de 200 composés bioactifs dans le fruit du juju, notamment des acides tridéréniques, des flavonoïdes, des polysaccharides et des alcoïdes. Sa complexité chimique surpasse de loin celle de n'importe quel fruit conventionnel. Une étude randomisée contrôlée de 2015 publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a démontré que l'extrait de graines de juju améliorait significativement la qualité du sommeil chez les patients souffrant d'insomnie chronique. L'effet était comparable à celui des somnifères pharmaceutiques, sans les effets secondaires, sans la dépendance, sans les 4 milliards de dollars que l'industrie américaine des somnifères génère chaque année grâce à des pilules qui vous laissent somnolents et dépendants.
Une étude de 2019 publiée dans la revue Food and Function a révélé que les polysaccharides du juju stimulaient l'activité des cellules immunitaires de 40 à 60% dans des conditions de laboratoire. Ce fruit ne se contente pas de vous nourrir, il active également votre système immunitaire. Une méta-analyse de 2020 sur les thérapies complémentaires en pratique clinique a compilé les résultats de 26 études cliniques et a conclu que le jujube présentait des propriétés anxiolytiques et sédatives significatives ainsi que des effets anti-anxiété à partir d'un fruit qui pousse sur un arbuste que vous pouvez planter pour 12 $. L'industrie pharmaceutique vend des médicaments contre l'anxiété, générant 3,6 milliards de dollars de revenus annuels aux États-Unis. Les médicaments pour dormir génèrent 4 milliards de dollars. Un arbuste, produisant des fruits aux effets cliniquement prouvés sur les deux affections, pousse pendant 60 ans dans votre jardin pour le prix d'un repas de restauration rapide. Les mathématiques expliquent le silence. Voici ce qui distingue la répression du jujube en Amérique de celle de toute autre plante traitée par cette chaîne. Le jujube n'a pas été interdit. Ce n'était pas criminalisé. Cela n'a pas été rendu illégal. Ce mécanisme était plus élégant et plus efficace que n'importe quelle loi. Il n'a tout simplement jamais été intégré à la chaîne d'approvisionnement. Les supermarchés américains proposent environ 400 références de produits frais. Jujube n'en fait pas partie. Non pas parce que les consommateurs le rejetteraient, parce qu'il n'existe aucune chaîne d'approvisionnement commercial pour les abeilles jujube en Amérique, aucun réseau de vergers commerciaux, aucune infrastructure de distribution, aucune ligne d'emballage, aucune allocation d'espace en rayon, aucun code UPC dans la base de données des épiceries. Le fruit que 2 milliards de personnes consomment quotidiennement n'existe pas dans le système alimentaire américain. Non pas parce qu'elle ne peut pas pousser ici, elle prospère ici. Les zones de rusticité USDA 6 à 10 couvrent l'aire de répartition idéale du jujubier, englobant la majeure partie des États-Unis continentaux. Il pousse mieux au Texas qu'à Pékin. Il pousse mieux en Géorgie que dans la province du Shandong. Le sud et le sud-ouest américains offrent le climat idéal pour le juju sur Terre. Mais la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nécessite des investissements. L'investissement suit les prévisions de profit. Les prévisions de bénéfices sont établies sur la base d'une analyse de marché. L'analyse de marché de jujube révèle un produit avec une durée de vie productive de 60 ans, aucun besoin en intrants chimiques, aucun coût de gestion des ravageurs et un arbuste que tout propriétaire peut cultiver dans son jardin sans avoir à acheter un seul produit de la chaîne d'approvisionnement agricole pour le restant de sa vie. Aucun investisseur ne finance cette analyse. Aucune entreprise ne construit cette chaîne d'approvisionnement. Aucun conseil d'administration n'approuve le lancement d'un produit qui élimine le client après un seul achat de 12 $. Le modèle des supermarchés repose sur des achats répétés, des visites hebdomadaires et des produits périssables qui se périment en quelques jours. Toute l'infrastructure de la distribution alimentaire américaine, de la logistique de la chaîne du froid au système de brumisation des produits en passant par l'étiquetage des dates de péremption, existe pour gérer la fragilité afin d'en tirer profit et de vous obliger à revenir la semaine prochaine pour acheter ce que vous consommez cette semaine. Le buisson juju est l'antithèse de la fragilité. C'est la permanence. Et la permanence est l'ennemi de tout modèle économique fondé sur la périssabilité. L'industrie fruitière américaine n'est pas conçue pour vous fournir une infrastructure alimentaire permanente. Il est conçu pour vous vendre des produits périssables chaque semaine, indéfiniment. Des fraises qui se conservent des jours, des myrtilles qui moisissent en une semaine, des pêches qui nécessitent 20 pulvérisations par saison et une chaîne d'approvisionnement sous atmosphère contrôlée s'étendant sur 3000 mm. Le système requiert de la fragilité. Le système requiert une dépendance. Le système exige que vous reveniez au magasin mardi prochain. Un buisson juju n'exige pas votre retour.
il vous faudra vous présenter une fois en octobre avec un seau. Il s'agit de l'opération complète une fois par an pendant 60 ans. L'industrie de l'épicerie ne peut pas survivre à ce modèle. L'industrie alimentaire fait donc comme si ce fruit n'existait pas. Parallèlement, en Chine, l'industrie du jujube génère 9 milliards de dollars par an. 9 milliards de dollars provenant d'une seule espèce fruitière. La Chine cultive plus de 700 variétés répertoriées. Certaines ont la taille de cerises, d'autres celle de petites pommes. Certaines mûrissent en août, d'autres en novembre. Certaines sont cultivées pour être consommées fraîches, d'autres pour le séchage, d'autres pour le jus, d'autres encore pour l'extrait médicinal. La diversité génétique y est comparable à celle des pommes ou des raisins, et pourtant l'Amérique n'en produit pratiquement rien. On compte moins de 1000 acres de production commerciale d'abeilles juju dans l'ensemble des États-Unis. La Chine possède 5 millions d'acres. 1000 contre 5 millions. Le pays qui bénéficie d'un climat idéal, d'infrastructures agricoles adéquates et d'un pouvoir d'achat des consommateurs lui permettant de dominer la production mondiale d'abeilles juju, représente 0,02% de l'offre mondiale. Il ne s'agit pas d'une défaillance du marché. C'est une décision du marché. Une décision prise par des industries qui ne peuvent tirer profit d'un fruit qui rend leurs produits superflus. Voilà où je dois être franc avec vous. La publicité mensongère sans honnêteté n'est que de la publicité mensongère. Jujube ne remplace pas parfaitement le miel dans toutes les situations. Le juju frais a le goût d'une pomme croquante et légèrement sucrée. Cela n'a pas le goût du miel tant que ce n'est pas sec. Le processus de séchage concentre les sucres et transforme le profil aromatique. Si vous recherchez une douceur semblable à celle du miel, il vous faut du juju séché, pas du frais. La jujube ne produit pas de sucre liquide comme le miel. On ne peut pas verser de jus de jujube sur du pain grillé. Vous pouvez réduire le juju séché en pâte, en sirop ou en beurre, ce qui donne un résultat similaire, mais cela nécessite une transformation. Les cuisiniers chinois font cela depuis des millénaires en utilisant des techniques culinaires simples. Mais ce n'est pas la même chose qu'ouvrir un pot de miel. Le climat est important. Bien que l'abeille juju survive au froid et à la chaleur extrême, il faut de longs étés chauds pour qu'ils mûrissent complètement et développent une teneur en sucre maximale. Dans les zones 5 et inférieures, les fruits peuvent ne pas mûrir complètement avant les gelées. Dans les climats maritimes frais comme celui du nord-ouest du Pacifique, le développement de la sève de sucre peut être insuffisant pour le séchage. Cette plante pousse partout. La qualité des fruits est optimale lors des étés chauds et secs. La pollinisation croisée améliore le rendement. La plupart des variétés de jujubier sont partiellement autofertiles, mais la plantation de 2 variétés ou plus augmente la fructification de 50 à 100%. Un buisson suffit, 2 buissons, c'est mieux. Il ne s'agit pas tant d'une limitation que d'une opportunité de diversifier vos variétés et de prolonger votre saison de récolte d'un mois. Je vous dis cela parce que la plante mérite d'être décrite avec exactitude, et non selon des mythes. C'est déjà remarquable, sans exagération. Un fruit qui sèche sur sa branche pour se transformer en un aliment au goût de miel, qui survit à des conditions extrêmes, qui produit pendant des décennies et qui ne nécessite aucun intrant chimique, n'a pas besoin d'embellissement. Il faut le planter. Voici votre plan d'action. Par 2 jujubiers provenant d'une pépinière spécialisée. Les 2 meilleures variétés pour les cultivateurs américains sont Lee et Lang. Lee produit de gros fruits ronds, idéaux pour la consommation fraîche et le séchage. Lang produit des fruits allongés en forme de poire, à très haute teneur en sucre, destinés à être séchés pour obtenir des dattes au miel. Plantez-les à la fois pour la pollinisation croisée et la diversité. Prévoyez un budget de 20 à 35 $ par arbre. Ils expédient les plants à racines nues au printemps. Plantez en plein soleil. L'endroit le plus prisé de votre jardin. L'endroit où le béton réfléchit la chaleur.
l'endroit près du mur exposé au sud. L'abeille juju aime la chaleur, comme les myrtilles aiment les sols acides. Donnez-lui ce qu'il désire. Creusez un trou 2 fois plus large que le système racinaire. Plantez à la même profondeur que le repère de pépinière sur le tronc. Arrosez 1 fois par semaine pendant la première saison de croissance. Après la première année, cessez complètement d'arroser, sauf si vous vivez dans une zone véritablement désertique, avec moins de 25 cm de précipitations annuelles. Le système racinaire trouvera sa propre eau. Cela se produit dans les déserts chinois depuis 5000 ans. Faites-lui confiance. Ne pas fertiliser. Juju est adapté aux sols alcalins pauvres qui tueraient les myrtilles et auraient du mal à faire pousser des pommiers. L'excès d'azote favorise la croissance végétative au détriment des fruits. Cet arbre ne veut pas de votre engrais. L'entreprise d'engrais veut quand même que vous l'achetiez. Ignorez-les. Économisez ces 135 $. Un autre fait que le secteur de la pépinière espère que vous oublierez. L'abeille juju se propage par drageons racinaires. Sous terre, le système racinaire produit de nouvelles pousses qui deviennent des arbustes indépendants. Un arbre devient 2, 2 devient 4. En une décennie, un simple achat de 12 $ est devenu une habitude, sans avoir à dépenser un seul autre parfum. Vous pouvez déterrer les rejets et les transplanter n'importe où. Donnez-les aux voisins, créez un verger. Cet arbuste se propage gratuitement, sans la permission ni le brevet de personne. La deuxième année, vous verrez apparaître les premiers fruits, petits, épars, exploratoires. L'arbre teste son nouvel environnement. Dès la 4e année, la production s'accélère. À partir de la 7e année, vous récoltez de 40 à 60 lilinettes. À partir de la 10e année, la production maximale est de 80 à 100 lilinettes par arbuste et par an. Pour faire des dattes au miel, ne faites rien. Absolument rien. Laissez le fruit sur l'arbre, jusqu'à ce qu'il se ride et devienne brun rougeâtre foncé. Cela se produit naturellement lorsque les températures automnales baissent et que l'humidité diminue. Le fruit sèche tout seul sur la branche. Aucun déshydrateur n'est nécessaire. Aucun traitement. Aucune consommation d'énergie. Le buisson produit des emballages et préserve son propre produit tout en restant suspendu dans les airs. Choisissez-les lorsqu'elles sont ridées et moelleuses. Conservez dans un bocal à température ambiante. Il se conserve 12 mois sans réfrigération. Certaines familles chinoises conservent les jujubes séchés pendant 2 à 3 ans dans des récipients en argile. Le modèle économique est élégant. 2 arbres coûtent 50 $ au total. Ils produisent pendant au moins 60 ans, avec une production annuelle combinée de 160 télamatulls à maturité, au prix du marché du juju séché de 8 à 15 $ la livre. Comparez cela au miel. L'établissement d'une colonie coûte entre 400 et 800 $. Les coûts annuels de gestion s'élèvent à 200 à 500 $ par colonie. Le remplacement annuel des colonies dû à DOS est en moyenne de 40%. Sur une période de 60 ans, un apiculteur dépense entre 50 000 et 100 000 $ pour l'entretien de son exploitation. 2 colonies qui produisent moins d'édulcorants que 2 jujubiers, qui coûtent 50 $ une seule fois et ne nécessitent plus jamais d'entretien. L'abeille juju ne subit pas d'effondrement de colonies. L'abeille juju n'a pas besoin d'antibiotiques pour traiter la loque américaine. L'abeille juju n'est pas sujette aux acariens Varroa. L'abeille juju n'a pas besoin d'être nourrie avec de l'eau sucrée en hiver. L'abeille juju ne pique pas vos enfants. L'abeille juju ne meurt pas lorsque la ferme voisine pulvérise du néo. Il existe un proverbe chinois qui est antérieur à l'histoire écrite. Il est écrit « Manger 3 abeilles juju par jour vous garde jeune pour toujours ». La version occidentale « Une pomme par jour éloigne le médecin » a été popularisée dans les années 1860. Les Chinois disaient déjà la même chose des jujubes 3000 ans plus tôt, et les données nutritionnelles suggèrent que le proverbe chinois était plus précis. Mais la Chine n'est pas la seule civilisation à avoir compris ce fruit. En Corée,
Le jujube est cultivé comme aliment cérémoniel. Elle figure dans tous les mariages traditionnels coréens comme symbole de fertilité et d'abondance. La cuisine iranienne utilise le juju dans des dizaines de plats. Les communautés pakistanaises et indiennes cultivent des variétés de juju, appelées bear, qui sont cultivées depuis 4000 ans. Ce fruit traverse les civilisations, les religions, les climats et les continents. C'est l'un des rares aliments qui apparaissent indépendamment dans les traditions agricoles de cultures qui n'ont jamais communiqué entre elles. Lorsqu'un fruit apparaît indépendamment sur 3 continents au cours de 5000 ans d'histoire humaine, ce n'est pas une coïncidence. C'est un consensus. Des milliards de personnes, à travers des milliers d'années, sont arrivées à la même conclusion. Ce fruit est essentiel. Et l'Amérique, malgré des conditions de culture parfaites et le plus grand marché de consommation au monde, ne produit pratiquement rien. Frank Meyer a parcouru 1800 mètres à pied pour vous apporter ce fruit. Il a traversé des déserts, des montagnes et des rivières. Il a mangé des aliments qui l'ont rendu malade. Il a dormi dans des endroits qui horrifieraient un voyageur moderne. Il a renvoyé des centaines de variétés accompagnées d'instructions de culture détaillées, écrites d'une main soignée à la lueur des lampes du village. Il a écrit des lettres suppliant Washington de prendre cette affaire au sérieux. Il leur a dit que ce fruit pourrait changer à jamais l'agriculture américaine. Il leur a expliqué que ce buisson pouvait nourrir des familles dans des conditions où rien d'autre ne survivait. Il a été ignoré, puis il tomba dans l'oubli. Il mourut ensuite à 43 ans, peut-être assassiné dans une rivière située à 6000 miles de la station de recherche, où ses spécimens étaient entreposés dans des pots attendant un programme de plantation qui ne vit jamais le jour. Son corps a été retrouvé en aval 3 jours plus tard. Ses carnets ont été expédiés à Washington dans une caisse en bois. Son héritage était rangé dans une armoire. Ses abeilles joujou lui ont survécu. Ils sont encore en train de s'effondrer aujourd'hui. 117 ans plus tard, ces variétés d'abeilles juju font toujours partie de la collection de matériel génétique de l'USDA. Toujours vivant, toujours en action, toujours en attente qu'une nation prenne conscience de ce pourquoi un homme a donné sa vie. L'industrie apicole ne souhaite pas que vous installiez des abeilles juju. L'industrie sucrière ne veut pas que vous sachiez qu'elle existe. L'industrie pharmaceutique ne souhaite pas que vous laissiez pousser un buisson qui traite l'insomnie et l'anxiété sans ordonnance. L'industrie fruitière ne souhaite pas que vous récoltiez 36 kilos de sucre dans votre jardin chaque année en octobre, alors que leurs fraises pourrissent sur les étals après seulement 4 jours. Le jujube ne se soucie d'aucun secteur d'activité. Elle ne comprend pas les chaînes d'approvisionnement. Elle ne tient pas compte des analyses de marché, des projections des investisseurs, ni de la répartition de l'espace en rayons dans les supermarchés. Cela donne des fruits chaque automne. Sans faute, sans qu'on le demande, pendant 60 ans, il a donné du miel de ses branches à quiconque avait la patience de le planter et la sagesse d'attendre 2 saisons pour la première récolte. 2 arbres, $50, 60 ans de pur bonheur. Pas besoin d'abeilles. Si cela vous ouvre des perspectives, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribue à diffuser ces connaissances. Le suivant tombe